Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Kant, la raison pure, aux éditions PUF de la Presse universitaire de France. Concernant la préface, je l'ai passée volontairement pour aborder directement ou plutôt les sujets abordés dans ce livre. Bien à vous. La critique de la connaissance. Le contraste entre le progrès des sciences et les hésitations sans fin de la métaphysique qui pourtant semble être issue de la même faculté de connaître, texte X oblige à poser la question qu'est-ce que la raison? Que veut-elle et que peut être elle préalablement à toute tentative de savoir métaphysique il faut donc une critique qui ne sera pas une connaissance mais empêchera la raison d'errer dans ses tentatives de connaissance. Texte 2, 3 et 4 et constituera la seule réponse possible aux attaques des sceptiques. Texte 5 et 6. La métaphysique qui est ici examinée est seulement celle qui prétend être une science et elle sera soigneusement distinguée de celle qui est un acte de foi. Texte 7 et 8. L'échec de la métaphysique. La raison humaine a cette destinée singulière, dans un genre de ses connaissances, d'être accablée de questions qu'elle ne saurait éviter car elles lui sont imposées par sa nature même, mais auxquelles elle ne peut répondre parce qu'elles dépassent totalement le pouvoir de la raison humaine. Ce n'est pas sa faute si elle tombe dans cet embarras, elle part de principes dont l'usage est inévitable dans le cours de l'expérience et en même temps suffisamment garantie par cette expérience aidée. Elle monte toujours plus haut, comme du reste le comporte sa nature, vers des conditions plus éloignées, mais s'apercevant que de cette manière, son œuvre doit toujours rester inachevée, puisque la question n'a jamais de fin et elle se voit dans la nécessité d'avoir recours à des principes qui dépassent tout usage possible dans l'expérience et restent néanmoins si dignes de confiance qu'ils sont même d'accord avec le sens commun. De ce fait, elle se précipite dans une telle obscurité et dans de telles contradictions qu'elle peut en conclure qu'elle doit quelque part s'être appuyée sur des erreurs cachées, sans toutefois pouvoir les découvrir parce que les principes dont elle se sert dépassent les limites de toute expérience, ne reconnaissant plus aucune pierre de touche de l'expérience. Le terrain où se livrent ces combats sans fin se nomme la métaphysique. Critique, préface de la première édition, page 5. Définition de la critique. Mon dessein est de convaincre tous ceux qui attachent du prix aux travaux de métaphysique qu'il est absolument indispensable d'interrompre leur travail jusqu'à nouvel ordre, de considérer comme nul et non avenu tout ce qui était fait jusqu'ici et de soulever avant tout la question suivante. Une chose telle que la métaphysique est-elle même possible si une science, d'où vient qu'elle ne puisse pas, comme les autres sciences, s'établir dans un assentiment universel et durable? Si c'est une science, d'où vient qu'elle ne puisse pas, comme les autres sciences, s'établir dans un assentiment universel et durable? Si ce n'en est pas une, comment se fait-elle qu'elle se donne perpétuellement de l'importance sur l'apparence d'une science et quelle leurre l'esprit humain d'espoir toujours obstiné, mais jamais assouvi? Que nous démontrions donc notre savoir ou notre ignorance, il faut bien en tout cas nous assurer une bonne fois de la nature de cette prétendue science, car il est impossible de rester plus longtemps sur ce pied-là avec elle. Il semble presque ridicule cependant que toutes les autres sciences progressent continuellement de voir que dans celle-ci, qui veut pourtant être la sagesse elle-même, dont chacun interroge les oracles, en tourne perpétuellement sur place sans faire un pas en avant. Prolégomène, pages 11 et 12. Je n'entends point par là une critique des livres et des systèmes, mais celle du pouvoir de la raison en général, par rapport à toute la connaissance auquel elle peut aspirer, indépendamment de
toute expérience. Par conséquent, la solution de la question de la possibilité ou de l'impossibilité d'une métaphysique en général et la détermination aussi bien de ses sources que son entendu et ses limites, tout cela suivant des principes. Je suis donc entré dans cette voie, la seule qui restait à suivre, et je me flatte d'être arrivé à la suppression de toutes les erreurs qui, jusqu'ici, avaient divisé la raison avec elle-même dans son usage en dehors de l'expérience. Je n'ai pas évité cette question en donnant pour excuse l'impuissance de la raison humaine, je l'ai au contraire complètement spécifiée suivant des principes et, après avoir découvert le point précis du malentendu de la raison avec elle-même, je les ai résolus à sa complète satisfaction. À la vérité, je n'ai pas donné ces questions la réponse que pouvait attendre la délirante passion de savoir du dogmatisme, car il est impossible de le satisfaire autrement que par des tours de magie auxquels je n'entends rien. Aussi bien n'était-ce pas là l'objet de la destination naturelle de notre raison. Le devoir de la philosophie était de dissiper l'illusion provenant d'un malentendu, au risque même de réduire à néant une illusion si fort prisée et si choyée. Critique préface de la première édition, page 7. 3. Aridité de la critique. Effort qu'elle demande au lecteur. On ne la jugera pas correctement parce qu'on ne la comprendra pas. On ne la comprendra pas parce que l'on a bien le courage de parcourir le livre, mais non de la méditer à fond. Et l'on ne voudra pas se donner cette peine parce que l'ouvrage est aride, parce qu'il est obscur, parce qu'il entre en conflit avec toutes les conceptions usuelles, et qu'il est en outre étendu. Certes, j'aurais pu, je m'en flatte, rendre mon exposé populaire si je n'avais rien d'autre à faire que de tracer un plan et d'en prôner aux autres l'exécution. Et si je n'avais pas eu à cœur le bien de la science qui m'a si longtemps occupé, il fallait au surplus beaucoup de persévérance et même assez d'abnégation pour négliger l'attrait d'un accueil immédiatement favorable au profit de la perspective d'une approbation tardive, certes, mais durable. Prolégomène, pages 19 et 21. Pour ce qui est enfin de la clarté, le lecteur a le droit d'exiger d'abord la clarté discursive, entre parenthèses logique, qui résulte des concepts, et ensuite aussi de la clarté intuitive, entre parenthèses esthétique, qui résulte des intuitions, c'est-à-dire des exemples ou autres éclaircissements in concreto. J'ai donné assez de soin à la première, cela concernait l'essence de mon projet, mais ce fut aussi la cause accidentelle qui m'empêcha de m'occuper suffisamment de l'autre, justement requise elle aussi, sans l'être cependant d'une manière aussi stricte. Des exemples et des explications me paraissent toujours nécessaires et par suite se glissent de fait dans la première esquisse aux places qui leur revenaient, mais je vis bientôt la grandeur de mon entreprise et la foule des objets dont j'aurais à m'occuper, et remarquant qu'à eux seuls et exposés sous une forme sèche et purement scolastique, cet objet donnerait une suffisante étendue à mon ouvrage. Je ne trouvais pas convenable de grossir encore davantage par des exemples et des explications qui ne sont nécessaires qu'au point de vue populaire. Il me semble que le lecteur peut trouver un plaisir qui n'est pas sans attrait à joindre ses efforts à ceux de l'auteur lorsqu'il a en perspective d'exécuter entièrement et cependant d'une manière durable, selon l'esquisse qu'on lui a soumise, un grand et important ouvrage. Critique, préface de la première édition, pages 9 et 10. 4. La critique de la raison doit constituer un ensemble systématique. La raison pure est une sphère si séparée à l'intérieur de laquelle tout est si complètement lié qu'on ne peut en toucher aucune partie sans atteindre toutes les autres et qu'on ne peut avancer en rien sans avoir auparavant déterminé la place de chacune de son influence sur les autres. En effet,
puisqu'il n'y a rien en dehors d'elle qui puisse rectifier notre jugement, la validité et l'usage de chaque partie dépend du rapport dans lequel elle se trouve avec le reste à l'intérieur de la raison elle-même. Et comme dans la structure d'un corps organisé, la fin de chaque membre ne peut être déduite que du concept intégral de l'ensemble. Il s'ensuit que l'on ne peut dire d'une telle critique qu'elle soit digne de confiance si elle n'est pas achevée intégralement et jusque dans les moindres éléments de la raison pure, et que dans la sphère de cette faculté, c'est tout ou rien qu'il faut déterminer et régler. Prolégomène, page 21-22. 5. Scepticisme et critique. Cet effort systématique fait la supériorité décisive de la véritable critique. Sur le scepticisme, elle refute en l'achevant et en l'expliquant. J'en conviens franchement, ce fut précisément l'avertissement de David Hume qui m'éveilla d'abord, il y a bien des années, de mon sommeil dogmatique et orienta tout autrement mes recherches dans le champ de la philosophie spéculative. J'étais bien éloigné de lui donner raison pour ses conclusions, car elles résultaient simplement de ce qu'il ne se représentait pas sa tâche dans toute son étendue, mais avait seulement rencontré un aspect de la question qui, si l'on néglige l'ensemble, ne peut procurer aucun éclaircissement quand on part d'une pensée bien fondée mais non développée qu'un autre nous a léguée. On peut bien espérer la conduire par une médiation obstinée plus loin que l'homme pénétrant auquel on devrait la première étincelle de cette lumière. Prolégomène, page 17. La conscience de mon ignorance, si cette ignorance n'est pas en même temps reconnue comme nécessaire, au lieu de mettre fin à mes recherches et au contraire la vraie cause qui les provoque, toute ignorance est ou celle des choses ou celle de la détermination et des limites de ma connaissance. Or, quand l'ignorance est accidentelle, elle doit me porter dans le premier cas à faire des choses, des objets. Une recherche dogmatique dans le second à rechercher d'une façon critique les limites de ma connaissance possible, mais que mon ignorance soit absolument nécessaire, et par conséquent me dispense de toute recherche ultérieure, c'est ce qu'on ne peut pas établir empiriquement par l'observation, mais seulement d'une façon critique en soudant les sources premières de notre connaissance. La détermination des limites de notre raison ne peut donc être faite que suivant des principes a priori, mais nous pouvons connaître a posteriori qu'elle est bornée, car ce n'est là qu'une connaissance indéterminée d'une ignorance à jamais invincible, par ce qui nous reste encore à savoir dans toute la science. La première connaissance de l'ignorance de la raison, qui n'est possible que par la critique de la raison même, est donc une science. La seconde n'est qu'une perception dont on ne peut pas dire jusqu'où la conclusion s'étend par elle-même. Une méthode qui consiste à soumettre à l'examen, et quand cela se trouve au blâme, le fait de la raison peut recevoir le nom de censure de la raison. Il est incontestable que cette censure conduit inévitablement au doute par rapport à tout usage transcendant des principes, mais ce n'est là que le second pas qui est encore loin de terminer l'œuvre. Le premier pas dans les choses de la raison pure qui en marque l'enfance est dogmatique. Le second pas dont nous avons parlé est sceptique et témoigne de la prudence du jugement affiné par l'expérience. Mais il est encore un troisième pas nécessaire qui n'appartient qu'au jugement mûr et viril appuyé sur des maximes solides et d'une universalité à toute épreuve. Il consiste à soumettre à l'examen non point les faits de la raison, mais la raison même en ce qui concerne tout son pouvoir et toute la capacité qu'elle a d'arriver à des connaissances pures a priori. Ce n'est plus ici la censure, mais la critique de la raison, et celle ne se contente pas de
conjecturer simplement que notre raison a des bornes, mais elle en démontre par des principes les limites déterminées. Elle nous montre pas simplement l'ignorance par rapport à tel ou tel point, mais par rapport à toutes les questions possibles d'une certaine espèce. Ainsi, le scepticisme est pour la raison humaine une halte d'où elle peut songer au chemin dogmatique qu'elle vient de faire et esquisser le plan du pays où elle se trouve pour être à même de choisir désormais sa route avec plus de sûreté. Ce n'est pas un contentement où elle puisse se fixer, car elle ne peut trouver sa résidence que dans une parfaite certitude, soit de la connaissance des limites dans lesquelles est renfermée toute notre connaissance des objets. 6. Qu'est-ce que la vérité? L'effort de Kant va être surtout de définir exactement les problèmes qui se posent à la raison, les domaines de la connaissance et les démarches de l'esprit propres à chacun de ces domaines. Il va donc s'appliquer à faire prendre aux problèmes métaphysiques le vague qui permet aux dogmatiques toute la hardiesse, mais autorise aussi les sceptiques à toutes les railleries, les traditions sceptiques, mais au défi des métaphysiciens de donner une définition de la vérité qui soit précise et efficace. Kant explique à la fois comment les sceptiques ont raison contre la métaphysique traditionnelle et comment il espère pouvoir relever le défi par une analyse précise des conditions de la connaissance. L'ancienne et célèbre question par laquelle on prétendait pousser à bout les logiciens en cherchant à les obliger ou à se laisser forcément surprendre dans un pitoyable diallèle ou à reconnaître leur ignorance et par suite la vanité de tout leur art. Et celle-ci, qu'est-ce que la vérité? La définition nominale de la vérité qui en fait l'accord de la connaissance avec son objet est ici admise et présupposée, mais on veut savoir quel est l'universel et sur critère de la vérité de toute connaissance. C'est déjà une grande et nécessaire preuve de sagesse et de lumière que de savoir ce que l'on doit raisonnablement demander, car si la question est en soi extravagante et appelle des réponses oisieuses, outre l'humiliation de celui qui la soulève, elle a quelquefois cet inconvénient de porter l'auditeur imprudent à des réponses absurdes et donner ainsi le spectacle ridicule de deux hommes dont l'un, comme disaient les anciens, trait le bouc pendant que l'autre présente un tamis. La vérité consiste dans l'accord d'une connaissance avec son objet et il faut, par là même, que cet objet soit distingué des autres, car une connaissance est fausse quand elle ne concorde pas avec l'objet auquel on la rapporte, alors même qu'elle renfermerait des choses valables pour d'autres objets. Or, un critère universel de la vérité serait celui qu'on pourrait appliquer à toutes les connaissances sans distinction de leur objet. Mais il est clair, puisqu'on fait abstraction en lui de tout le contenu de la connaissance, du rapport à son objet, et que la vérité vise précisément ce contenu, qu'il est tout à fait impossible et absurde de demander un caractère de la vérité de ce contenu des connaissances, et que, par conséquent, une marque suffisante et en même temps universelle de la vérité ne peut être donnée, comme nous avons appelé le contenu d'une connaissance, sa matière. On devra dire qu'on ne peut désirer aucun critère universel de la vérité de la connaissance quant à sa matière, parce que c'est contradictoire en soi. Mais pour ce qui regarde la connaissance, quant à sa forme simplement abstraction faite de tout contenu, il est également clair qu'une logique en tant qu'elle traite des règles générales et nécessaires de l'entendement doit exposer dans ses règles mêmes les critères de la vérité, car ce qui les contredit est faux, puisque l'entendement s'y met en contradiction avec les règles générales de sa pensée et par suite avec lui-même, mais ces critères ne concernent que la forme de la vérité, c'est-à-dire la pensée en général, et s'ils sont, à ce titre, très justes, ils sont pourtant insuffisants, car une connaissance peut fort bien être complètement conforme à la forme logique, c'est-à-dire
ne pas se contredire elle-même et cependant être en contradiction avec l'objet. Donc, le critère simplement logique de la vérité, c'est-à-dire l'accord d'une connaissance avec la loi générale et formelle de l'entendement et de la raison est, il est vrai, la condition sine qua non et par suite la condition négative de toute vérité. Mais la logique ne peut pas aller plus loin en qu'une pierre de touche ne lui permet de découvrir l'erreur qui a atteint non la forme mais le contenu. Critique, page 80. Dans une logique transcendantale, nous disons l'entendement et nous n'y considérons dans notre connaissance que cette partie de la pensée qui a uniquement son origine dans l'entendement. Mais l'usage de cette connaissance pure repose sur cette condition que des objets auxquels elle puisse être appliquée nous soient donnés dans l'intuition, car sans intuition, toute notre connaissance manque d'objet et demeure alors complètement vide. Donc la partie de la logique transcendantale qui traite des éléments de la connaissance pure de l'entendement et des principes sans lesquels aucun objet ne peut absolument pas être pensé, est l'analytique transcendantale qui est en même temps une logique de la vérité. En effet, aucune connaissance ne peut être en contradiction avec cette logique, sans perdre aussitôt tout contenu, c'est-à-dire tout rapport à un objet quelconque. Par suite, toute vérité. 7. De l'opinion, de la science et de la foi. La métaphysique, surtout sous la forme de la tradition religieuse, présente un mélange souvent inextricable de propositions qui se donnent pour des connaissances rationnelles, d'actes de foi irrationnels, d'attitudes morales, d'hypothèses, de simples états de persuasion subjective. Ici encore, la confusion qui semble favoriser la croyance fait en réalité le jeu de l'incrédulité. Kant s'applique à définir exactement ce qu'est le savoir afin de l'affermir dans son domaine propre, mais aussi afin d'empêcher un faux savoir de compromettre la foi par ses prétentions abusives. Enfin, la foi est soigneusement distinguée, soit de la simple persuasion, soit de l'opinion et de la conjecture, en ce qu'elle n'est jamais un savoir incomplet ou amoindri, mais toujours une attitude d'esprit relative à l'action. La croyance est un fait de notre entendement susceptible de reposer sur des principes objectifs, mais qui exige aussi des causes subjectives dans l'esprit de celui qui juge, quand elle est valable pour chacun en tant du moins qu'il a de la raison. Son principe est objectivement suffisant et la croyance se nomme conviction. Si elle n'a son fondement que dans la nature particulière du sujet, elle se nomme persuasion. La persuasion est une simple apparence parce que le principe du jugement qui est uniquement dans le sujet est tenu pour objectif. Aussi, un jugement de ce genre n'a-t-il qu'une valeur individuelle et la croyance ne peut-elle pas se communiquer. Mais la vérité repose sur l'accord avec l'objet et par conséquent, par rapport à cet objet, les jugements de tout entendement doivent être d'accord. La pierre de touche, grâce à laquelle nous distinguons si la croyance est une conviction ou simplement une persuasion, est donc extérieure et consiste dans la possibilité de communiquer sa croyance et de la trouver valable pour la raison de tout homme, car alors il est au moins à présumer que la cause de la concordance et de tout jugement, malgré la diversité des sujets entre eux, reposera sur un principe commun, je veux dire l'objet avec lequel, par conséquent, tous les sujets s'accorderont de manière à prouver par là la vérité du jugement. Je n'ai pu affirmer, c'est-à-dire exprimer comme un jugement nécessaire valable pour chacun que ce qui produit la conviction. Je peux garder pour moi la persuasion si je m'en trouve bien, mais je ne puis ni ne dois le faire valoir hors de moi. La croyance ou la valeur subjective du jugement par rapport à la conviction, qui a en même temps une valeur objective, présente les 3 degrés suivants: l'opinion, la foi et la science. L'opinion est une croyance qui a conscience d'être insuffisante, aussi bien subjectivement qu'objectivement, si la croyance n'est que subjectivement suffisante et si elle est en même temps tenue pour objectivement insuffisante.
Elle s'appelle foi. Enfin, la croyance suffisante aussi bien subjectivement qu'objectivement s'appelle science. Je n'ai jamais le droit d'avoir une opinion sans avoir au moins quelque savoir ou moyen duquel le jugement simplement problématique en soi se trouve rattaché à la vérité par un lien qui, sans être complet, est cependant quelque chose de plus qu'une fiction arbitraire. La loi d'une liaison de ce genre doit en outre être certaine. En effet, si je n'ai pas rapport à cette loi, qu'une simple opinion, tout n'est alors qu'un jeu de l'imagination sans le moindre rapport à la vérité. Dans les jugements de la raison pure, il n'y a nulle place pour l'opinion, car puisqu'elles ne sont pas appuyées sur des principes d'expérience, mais que là où tout est nécessaire, tout doit être connu a priori. Le principe de la liaison exige l'universalité et la nécessité et par suite une entière certitude sans quoi il n'y aurait plus de chemin qui mène à la vérité. Aussi est-il absurde d'émettre des opinions dans la mathématique pure. Il faut savoir aussi abstenir de tout jugement. Il en est de même dans les principes de la moralité. On n'a pas le droit de risquer une action sur la simple opinion que quelque chose est permis, mais il faut le savoir. 8. La foi pragmatique et la foi morale. Ce n'est jamais qu'au point de vue pratique que la croyance théoriquement insuffisante peut être appelée foi. Or, ce point de vue pratique est aussi celui de savoir-faire ou celui de la moralité. Le premier se rapporte à des fins abstraites et contingentes, et le second à des fins absolument nécessaires. Il faut que le médecin fasse quelque chose pour un malade qui est en danger, mais il ne connaît pas la maladie. Il examine les phénomènes et il juge, ne sachant rien de mieux qu'il a affaire à la phtisie. Sa foi, même suivant son propre jugement, est simplement contingente. Un autre pourrait peut-être trouver mieux une foi contingente de ce genre, mais une foi qui sert de fondement à l'emploi réel des moyens pour certaines actions, je l'appellerais la foi pragmatique. La paire de touches ordinaire grâce à laquelle on reconnaît si ce que quelqu'un affirme est une simple persuasion ou tout au moins une conviction subjective est le pari. Souvent, quelqu'un exprime ses propositions avec une audace si confiante et si intraitable qu'il paraît avoir entièrement banni toute crainte d'erreur. À Paris le fait réfléchir, et il se montre quelquefois assez persuadé pour évaluer sa persuasion à un des cas, mais non pas 10. En effet, il risquera bien le premier du cas, mais il commencera à s'apercevoir ce qu'il n'avait pas remarqué jusqu'à-là, savoir qu'il serait bien possible qu'il se fût trompé, représentons-nous par la pensée que nous avons à parier là-dessus le bonheur de toute la vie. Alors notre jugement triomphant s'éclipse tout à fait, nous devenons extrêmement craintifs et nous commençons à découvrir que notre foi ne va pas si loin. La foi pragmatique n'a donc qu'un degré, peut-être grand ou petit suivant la nature de l'intérêt qui est en jeu. Il en va tout autrement de la foi morale. En effet, il est absolument nécessaire en ce cas que quelque chose ait lieu, c'est-à-dire que j'obéisse en tout point à la loi morale. Le but est indispensablement fixé et il n'y a qu'une seule condition possible à mon point de vue qui permette à ce but de s'accorder avec toutes les autres fins et qui lui donne ainsi une valeur pratique, à savoir qu'il y a un Dieu et un monde futur. Je suis très sûr aussi que personne ne connaît d'autres conditions que conduisent à la même unité des fins sous la loi morale. Mais comme le précepte moral est en même temps ma maxime, ainsi que la raison ordonne qu'il le soit, je crois infailliblement à l'existence de Dieu et une vie future, et je suis sûr que rien ne peut rendre cette foi chancelante, parce que cela renverserait mes principes moraux, même auxquels je ne puis renoncer sans devenir digne de mépris à mes propres yeux. De cette manière, malgré la ruine de tous les desseins ambitieux d'une raison qui s'égare au-delà des limites de toute expérience, il ne reste encore de quoi avoir lieu d'être satisfait au point de vue pratique.
Assurément, personne ne peut se vanter de savoir qu'il y a un Dieu et une vie future, car s'il le sait, il est précisément l'homme que je cherche depuis longtemps. Tout savoir, quand il concerne un objet de la simple raison, peut se communiquer et je pourrais, par conséquent, instruit par lui, espérer voir étendre merveilleusement ma science. Non, la conviction n'est pas une certitude logique, mais une certitude morale, et puisqu'elle repose sur des principes subjectifs, sur la disposition morale, je ne dois pas dire il est moralement certain qu'il y a un Dieu, etc., mais je suis moralement certain, etc., c'est dire que la foi est un Dieu et un autre monde est tellement uni à ma disposition morale que je ne cours pas plus le risque de perdre cette foi que je ne crains de pouvoir jamais dépouiller de cette disposition critique. Quand j'exprime l'espoir que ces prolégomènes ranimeront peut-être la recherche dans le champ de la critique et fourniront à l'esprit général de la philosophie qui semble manquer d'aliments pour sa partie spéculative un sujet d'entretien neuf et gros de promesses, je puis bien me figurer d'avance que tous ceux qui ont hérité et rébuté les chemins épineux que je leur ai fait suivre dans la critique vont me demander sur quoi je peux bien fonder cet espoir. Je réponds sur la loi irrésistible de la nécessité que l'esprit humain renonce totalement une bonne fois aux recherches métaphysiques qu'il ne faut pas y compter, autant attendre à ce que, plutôt que de toujours respirer un air corrompu, nous suspendions totalement une bonne fois notre respiration. Il y aura donc dans le monde en tout temps, et qui plus est chez tout homme, surtout s'il réfléchit, une métaphysique que, faute d'une norme commune, chacun se taira à sa guise. Or, ce qui s'est appelé jusqu'ici métaphysique ne saurait satisfaire aucun esprit réfléchi, mais y renoncer entièrement est impossible si... Il faut donc entreprendre enfin une critique de la raison pure elle-même, ou s'il en existe une, la scruter et lui faire passer un examen d'ensemble, car il n'y a pas d'autre moyen de satisfaire cette exigence impérieuse qui est bien autre chose qu'un simple désir de savoir. Depuis que je connais la critique, je n'ai pu m'empêcher, en finissant de lire un ouvrage de métaphysique qui, par la précision des concepts, par sa diversité, son ordre, l'essence de son exposé me plaisait autant qu'il me cultivait. De me demander, cet auteur a-t-il vraiment fait avancer d'un pas la métaphysique? J'en demande pardon aux savants dont les écrits m'ont été utiles à un autre point de vue et ont toujours contribué à la culture de mon esprit. Si j'avoue que ni dans leurs travaux ni dans mes modestes essais en faveur desquels pourtant plaide l'amour-propre, je n'ai pu trouver que par eux la science progressa le moins du monde, ce qui provient de cette cause toute naturelle que la science n'existait pas encore et qu'elle ne peut non plus être composée fragmentairement, mais que son germe doit être d'abord entièrement préformé dans la critique. Prolegomène, p. 163, il y a seulement deux choses que, si le défi est relevé, je ne saurais tolérer. Premièrement, que l'on joue de la vraisemblance et de la conjecture, ce qui convient aussi mal à la métaphysique qu'à la géométrie. Deuxièmement, que l'on décide au moyen de la baguette divinatoire du prétendu sens commun, lequel ne tourne pas tout le monde, mais se règle sur des particularités personnelles, car pour le premier point, il ne peut se trouver rien de plus inepte que de vouloir, dans une métaphysique, dans une philosophie de raison pure, fonder ses jugements sur la vraisemblance et la conjecture. Tout ce qui doit être connu a priori et par cela même donné comme apodictiquement certain et doit donc être aussi démontré ainsi. Autant vouloir fonder une géométrie ou une arithmétique sur des conjectures, car pour ce qui concerne le calcul des probabilités, il ne contient pas de jugements probables, mais des jugements entièrement certains concernant le degré des possibilités de
Certains cas dans des conditions identiques données, cas qui dans la somme de tous les cas possibles doivent affaiblissement se produire selon la règle, quoique ceci ne soit pas suffisamment déterminé à l'égard de chaque événement pris isolément. C'est seulement dans la science empirique de la nature que les conjectures peuvent être admises grâce à l'induction et à l'analogie, à condition que du moins la possibilité de ce que j'admets soit pleinement certaine. Quant au recours au bon sens, quand il s'agit de concepts et de principes, non en tant qu'ils doivent être valables pour l'expérience, mais en tant qu'on attend les donner aussi comme valables en dehors des conditions de l'expérience, ils se présentent encore plus mal, si possible. Qu'est-ce qu'en effet que le bon sens? C'est le sens commun en tant qu'il juge correctement, mais qu'est-ce que le sens commun? C'est la faculté de connaître et d'user des règles in concreto par opposition à l'entendement spéculatif, qui est la faculté de connaître les règles in abstracto, ainsi le sens commun, saisir à peine les règles suivantes, tout ce qui arrive est déterminé par le moyen de sa cause, et ne pourra jamais le comprendre dans sa généralité. Il existe par conséquent un exemple tiré de l'expérience, et quand il apprend que ce principe signifie seulement ce qu'il a toujours pensé lorsqu'on lui a brisé un carreau ou qu'un de ses meubles a disparu, alors il comprend le principe et l'admet. Le sens commun n'est donc utilisable que dans la mesure où il peut avoir ses règles confirmées dans l'expérience, bien qu'en vérité elles soient en lui a priori. Comprendre ces règles a priori et indépendamment de l'expérience révèle donc de l'entendement spéculatif et se trouve tout à fait hors de portée du sens commun. Mais la métaphysique n'a strictement affaire qu'à cette dernière sorte de connaissance, et c'est assurément un mauvais signe de bon sens que d'invoquer un gagnant qui n'a pas à juger ici et que d'ordinaire on regarde de haut, sauf quand on se voit dans l'embarras et qu'on ne sait plus à quel sein se vouer dans sa spéculation. Fin de la page 41 et de la première partie.